Le millionnaire était sur le point de renvoyer la domestique jusqu'à ce qu'il la voie danser avec ses fils sourds. Cette scène lui brisa le cœur et changea tout pour toujours. Alessandro Moretti sentit une vibration rythmique monter du plancher en noyer de sa villa. Il était sur le point de licencier Sofia, la gouvernante, mais la scène qu'il vit le paralysa. Sofia était pieds nus et avec elle ses jumeaux de 6 ans, Léo et Matteo. Ils riaient, un rire silencieux, pur, qui secouait leur petit corps. Si cette histoire a déjà piqué votre curiosité, laissez un like pour nous faire savoir que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous de quelle ville vous nous regardez et aidez-nous à atteindre notre rêve de 1000 abonnés. Nous y sommes presque. La villa d'Alessandro surplombant le lac Majeur était un chef-d'œuvre de design froid. D'immenses fenêtres encadrèrent la vue, mais à l'intérieur régnait un silence de mausolée. À 45 ans, il était l'héritier d'un empire de Mindisahar, tissu de luxe. Un homme à l'allure impeccable, mais au regard hanté par une profonde tristesse. Après la mort de sa femme, il s'était enfermé dans un monde d'ordres et de contrôle, oubliant le langage de l'affection. Ses fils, Léo et Matteo, étaient nés sourds. Ils vivaient dans un monde de silence, aggravé par l'isolement émotionnel de leur père. C'étaient des enfants intelligents, mais ils s'étaient refermés sur eux-mêmes, affamés d'une joie que la maison n'offrait pas. Puis Sofia Bianchi était arrivée. À 29 ans, elle venait d'un petit village des Pouilles. Elle avait des yeux qui souriaient toujours et une chaleur que la villa tentait en vain d'éteindre. Elle avait renoncé à son rêve de devenir danseuse pour aider sa famille, mais elle n'avait pas perdu sa musique intérieure. Ce matin-là, Alessandro était rentré plus tôt que d'habitude, décidé. Sa belle-mère, la comtesse Isabella, l'avait convaincu. « Cette fille est trop simple », lui avait-elle dit au téléphone. « Les enfants ont besoin de spécialistes, pas d'une petite paysanne. » Les paroles de la comtesse avaient été un poison. Alessandro s'était convaincu que Sofia était un obstacle à la guérison de ses fils. Il marchait vers la cuisine, les mots du licenciement déjà prêts sur sa langue. Froid, précis, définitif. C'est alors qu'il sentit cette étrange pulsation dans le sol, un battement sourd, comme un cœur caché dans les fondations de la maison. Il jeta un coup d'œil à la porte de la cuisine, et son monde s'effondra. Sofia avait posé une grande enceinte par terre, le volume au maximum. Elle n'écoutait pas la musique avec ses oreilles. Elle la sentait avec tout son corps. Et ses fils, leurs petites mains et leurs petits pieds sur le sol, la sentaient avec elle. Ils dansaient, de manière maladroite, exagérée, mais emplis d'un bonheur qu'Alessandro n'avait pas vu depuis des années. Leur visage était illuminé. L'homme qui était venu pour détruire cette joie se sentit brisé. Son plan cruel, sa froide détermination, tout s'évanouit. Cette scène était un miracle, et il était sur le point de l'effacer. Mais il ne savait pas que la comtesse ne se rendrait pas si facilement. Alessandro ne la renvoya pas. Il se retira en silence, bouleversé. Le lendemain, il la chercha dans la cuisine, une humilité nouvelle dans ses yeux. « C'était quoi, hier ?» lui demanda-t-il, la voix incertaine. Sofia s'essuya les mains sur un tablier. « La musique n'est pas seulement pour les oreilles, monsieur. C'est pour l'âme. Ils peuvent la sentir. » Ces simples mots fissurèrent le mur de glace autour du cœur d'Alessandro. Il commença à l'observer. Il voyait comment elle communiquait avec ses fils, non pas avec des mots, mais avec des regards, des gestes, le toucher. Un après-midi, il la trouva dans le jardin avec Léo et Matteo. Ils touchaient l'écorce d'un arbre, les feuilles, sentant la vie avec leurs doigts. Lentement, Alessandro commença à participer, d'abord en regardant, puis en s'agenouillant, à leur côté. Il redécouvrait ses fils à travers les yeux de Sofia. Il voyait leur curiosité, pas leur handicap. La comtesse Isabella, sa belle-mère, observait cette transformation avec une colère glaciale. Elle voyait l'influence de Sofia grandir comme une mauvaise herbe dans son jardin, parfaitement entretenue. « Cette femme te manipule, Alessandro », lui siffla-t-elle au téléphone. « Elle profite de ta vulnérabilité. » Il l'ignorait. Pour la première fois depuis des années, il sentait une étincelle d'espoir. La villa commençait à changer. Il y avait moins de silence, plus de mouvement. Il y avait de la vie. La comtesse comprit que les mots ne suffisaient pas. Elle devait agir. Elle devait détruire Sofia. Son plan était cruel et précis. Elle utiliserait le souvenir de sa fille, Elena, comme une arme. Un jour, pendant qu'Alessandro était au travail, la comtesse entra dans la chambre principale. Elle ouvrit la boîte à bijoux d'Elena. Elle en sortit un collier de saphir, une pièce précieuse,
chargé de souvenirs. Elle le laissa bien en évidence sur la commode. Elle connaissait la passion du petit Léo pour les objets brillants. Ce n'était qu'une question de temps. Peu après, elle vit le garçon se faufiler dans la pièce, attiré par l'éclat bleu du collier. Elle le regarda le prendre dans ses petites mains et courir le cacher dans sa boîte à trésors. La première pièce du plan était en place. Isabella attendit le retour d'Alessandro, puis elle déchaîna l'enfer. Le collier. « D'Elena !» cria-t-elle, de fausses larmes coulant sur son visage. « Il a disparu. Quelqu'un l'a volé. » Le regard d'Alessandro se durcit. Ce collier était sacré. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il, la voix pareille à un coup de tonnerre. Isabella n'hésita pas. « Qui d'autre ? Ta protégée ? La petite paysanne que tu as fait entrer dans notre maison ? Sofia, ce n'est pas possible, dit Alessandro. Mais une pointe de doute s'était déjà glissée dans son cœur. Je l'ai vue près de ma chambre. Elle fouinait. Fouille sa chambre, Alessandro. Tu verras que j'ai raison. Sofia appelait dans le salon, pâlit. Monsieur, je n'ai rien pris. Je le jure sur ma vie. Son regard sincère luttait contre le venin de la comtesse. Mais le doute était puissant. Allons voir, dit Alessandro, froid comme le marbre. Ils montèrent les escaliers. Le cœur de Sofia battait à tout rompre. Elle se savait innocente, mais elle sentait le piège se refermer. La comtesse mena la fouille, se dirigeant droit vers un tiroir. Elle avait elle-même déplacé le collier de la boîte de Léo peu de temps auparavant. Elle plongea la main parmi les humbles t-shirts de Sofia et en sortit le bijou étincelant. « Tu vois, je te l'avais dit !» Les saphirs brillèrent sous la lumière comme des larmes de trahison. Pour Sofia, ce fut comme un coup de poignard. Le monde s'écroula autour d'elle. « Ce n'est pas moi !» balbutia-t-elle, de vraies larmes, cette fois, emplissant ses yeux. Alessandro la regarda. La douleur, la confusion, la pression de sa belle-mère. Il fit le mauvais choix. « Prends tes affaires, » dit-il, la voix plate, sans émotion. « Sors de cette maison, maintenant. » Chaque mot était une pierre jetée contre elle. Il ne la fit pas arrêter, mais il la condamna tout de même. Sofia rassembla sa petite valise, les mains tremblantes. En descendant les escaliers, elle vit les petits Léo et Matteo qui la regardaient depuis le couloir. Dans leurs yeux, il y avait une confusion profonde. Leur unique source de lumière était en train de s'éteindre. La porte se referma derrière elle avec un bruit définitif. Le silence revint régner dans la villa, plus lourd et oppressant qu'auparavant. Les jours suivants furent un cauchemar. La comtesse engagea une nouvelle nounou, une femme rigide et qualifiée. Mais Léo et Matteo se replièrent complètement sur eux-mêmes. Ils refusaient de manger. Ils refusaient toute interaction. Le rire avait disparu. La danse était finie. La couleur s'était retirée de leur vie. Alessandro le voyait. Il sentait le silence de ses fils comme une accusation constante. Le remords commença à le ronger. Il regardait leur visage triste et revoyait le sourire qu'il n'avait qu'avec Sofia. Et il se demandait s'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Pendant ce temps, Sofia avait emménagé dans une petite chambre louée dans le village voisin. Elle était anéantie, mais son esprit ne lui laissait aucun repos. Quelque chose clochait. Elle se souvenait de la passion de Léo pour les choses qui brillaient. C'était un enfant, pas un voleur. Puis une image lui revint en mémoire. Le visage de la comtesse, ce jour-là. Elle n'était pas peinée, elle était triomphante. Elle comprit qu'on l'avait piégée. Mais comment pouvait-elle le prouver? C'était sa parole contre celle d'une noble. Elle essaya d'appeler Alessandro, de lui envoyer un message. Elle voulait juste lui dire de mieux regarder, de ne pas faire confiance. Mais Isabella était un mur. Elle interceptait chaque tentative de contact, effaçait chaque message. « Tu vois, elle te harcèle », disait-elle à Alessandro. « Elle est instable, dangereuse. » Sofia trouva un humble travail dans un bar, travaillant tard pour payer son loyer. Un soir, en rentrant chez elle, 2 hommes la bloquèrent dans une ruelle sombre. Ils ne la touchèrent pas, mais leurs paroles furent plus violentes qu'une gifle. « Reste loin des Moretti », lui dit l'un d'eux, le visage dans l'ombre. « Ou la prochaine fois, tu ne t'en tireras pas avec un simple avertissement. » La peur la glaça. Elle était seule, sans argent, et maintenant menacée. La comtesse ne s'était pas contentée de la chasser. Elle voulait l'effacer. Cette nuit-là, dans sa chambre froide, Sofia pleura. Elle se sentait vaincue. La méchanceté avait gagné. L'injustice avait triomphé. Mais au fond de son cœur, une petite flamme refusait de s'éteindre. La flamme de la vérité.
Elle savait qu'elle devait se battre. Pas pour elle-même, mais pour ses 2 enfants piégés dans le silence. Mais elle ne savait pas encore comment. Dans la villa, la tristesse était devenue palpable. Un brouillard froid qui enveloppait tout. Alessandro ne supportait plus de voir ses fils si éteints. Leur malheur était le miroir de son échec. Un soir, il entra dans leur chambre pour leur souhaiter bonne nuit. Il les trouva blottis sur le lit, regardant une photo de Sofia qu'ils avaient cachée sous l'oreiller. Le cœur d'Alessandro se serra. Le doute qu'il avait tenté de réprimer refit surface avec une force dévastatrice. Il s'assit à côté d'eux. Un souvenir lui revint. Léo, quelques jours avant le vol, jouant avec quelque chose de brillant. Utilisant les quelques signes maladroits que Sofia lui avait enseignés, il interrogea son fils sur le collier. « Bleu », mima-t-il. « Brillant. La chose de grand-mère. » Léo le regarda, sans comprendre la gravité de la situation. Puis, un sourire illumina son visage. Il courut vers sa petite boîte à trésors, un vieux coffre en bois où il gardait ses découvertes les plus précieuses. Il l'ouvrit et, avec fierté, en sortit une petite boucle d'oreille en saphir. C'était une pièce de la parure à laquelle appartenait le collier, une pièce que tout le monde croyait perdue depuis des années. Léo ne l'avait pas volée. Il l'avait trouvée dans le jardin quelque temps auparavant. Pour lui, ce n'était qu'un magnifique caillou scintillant. À cet instant, tout devint clair pour Alessandro. Le collier, l'amour de Léo pour les objets brillants, la haine de sa belle-mère pour Sofia. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté douloureuse. Léo n'avait pas volé. Il avait seulement gardé un trésor, et sa grand-mère l'avait utilisé pour piéger une femme innocente. La colère, froide et lucide, remplaça la douleur. Il prit la boucle d'oreille et descendit. Il trouva sa belle-mère dans le salon, sirotant un thé, le portrait de la sérénité aristocratique. « Nous avons un problème. »« Isabella » dit Alessandro, la voix dure comme l'acier. Il lui montra la boucle d'oreille dans la paume de sa main. Léo avait ça, dans sa boîte à trésors. La comtesse blêmit. Son château de mensonges s'effondrait. « Je ne vois pas le rapport, » balbutia-t-elle. « Il y en a un, » insista Alessandro en s'approchant. « Léo aime les choses qui brillent, et tu le savais. Tu as utilisé l'innocence de ton petit-fils à tes fins cruelles. Comment oses-tu m'accuser » hurla-t-elle, essayant de conserver un semblant d'autorité. « J'ose, oui, » tonna Alessandro. « C'est toi qui as mis le collier dans la chambre de Sofia, n'est-ce pas ? Réponds. » Acculé, le visage de la comtesse se transforma. Le masque de la noble affligée tomba, révélant une expression chargée de venin et de ressentiment. « Oui, » avoua-t-elle en sifflant. « Je l'ai fait, et je le referai. Cette femme prenait ma place, la place de ma fille. Elle t'éloignait de nous. Elle n'éloignait rien du... tout, » répliqua Alessandro, la douleur dans la voix. « Elle apportait de la lumière dans cette maison sombre. Elle faisait rire mes fils. Tu voulais protéger la mémoire d'Elena, » continua-t-il. « Mais la seule chose que tu as faite, c'est d'essayer d'éteindre la seule joie qui était entrée ici depuis son départ. Mes fils n'ont pas besoin d'être guéris, Isabella. Ils avaient besoin d'être heureux. Et Sofia y était parvenue. Le problème n'a jamais été elle. C'était le silence. Que toi et moi avons laissé emplir cette maison. Mais ça suffit maintenant. » Ses paroles furent définitives. « Prends tes affaires. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir près de mes enfants. » La comtesse le regarda, vaincue et pleine de haine. Sans un mot de plus, elle se leva et quitta la pièce. Sa tyrannie était terminée. Alessandro resta seul dans le salon. Le premier pas était fait. Il devait maintenant réparer sa plus grande erreur. Il devait trouver Sofia et espérer, de tout son cœur, qu'elle puisse lui pardonner. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Maintenant, nous continuons la vidéo. Alessandro ne perdit pas une seconde. Il prit son téléphone mais réalisa qu'il n'avait pas le nouveau numéro de Sofia. Il appela l'agence qui la lui avait présentée, mais ils ne purent l'aider pour des raisons de confidentialité. La panique commença à le gagner. Et s'il l'avait perdue? Pour toujours? Puis il se souvint. Sofia lui avait parlé de son village dans les Pouilles, un petit bourg dont elle avait décrit chaque ruelle. Sans hésiter, il prit les clés de sa voiture de luxe, une Maserati noire, qui détonnait avec sa mission humble. Il conduisit toute la nuit, le vrombissement du moteur contrastant violemment avec le silence coupable dans son âme. Il arriva au village aux premières lueurs de l'aube. Il demanda Sofia Bianchi dans un petit bar. Le barman le regarda avec méfiance. « Et qui la cherche ?»«
Je suis son ancien employeur. Je dois lui parler de toute urgence. » L'homme lui donna l'adresse de la famille de Sofia, non sans l'avoir toisée de la tête aux pieds. Il trouva une petite maison modeste, avec des géraniums au balcon. Il frappa à la porte, le cœur battant. La mère de Sofia lui ouvrit, une femme aux yeux doux mais marqués par la fatigue. Quand il vit Sofia, son souffle se coupa. Elle était plus mince, avec des cernes sombres, mais ses yeux avaient toujours cette lumière indomptable. « Monsieur Moretti, » dit-elle, surprise et méfiante. « Sofia, je t'en prie, j'ai fait une terrible erreur, » commença-t-il, la voix brisée. Il lui raconta tout, la manipulation d'Isabella, la découverte de la boucle d'oreille, son remords aveuglant. « Je t'ai traité d'une manière impardonnable, et je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je devais te le dire. Je devais te demander pardon. » Sofia l'écouta en silence, les bras croisés. Sa douleur était une haute barrière entre eux. « Vos excuses ne changent rien à ce que j'ai vécu, » dit-elle, la voix ferme. « Je sais, » répondit-il, « mais je veux me racheter. Reviens avec moi, Sofia, pas comme gouvernante, comme tu le voudras. Les enfants ont besoin de toi, j'ai besoin de toi. » C'était une déclaration maladroite mais désespérément sincère. Sofia vit la vérité dans ses yeux. Elle vit un homme brisé qui essayait de recoller les morceaux. Après un long silence, elle hocha lentement la tête. « Pour les enfants, » dit-elle, « je reviens pour Léo et Matteo. » Le voyage de retour fut silencieux, mais c'était un silence différent, plein de non-dits, de possibilités. Quand ils arrivèrent à la villa, Léo et Matteo virent Sofia et coururent vers elle. Ils la serrèrent dans leurs bras avec une force qui faillit la faire tomber. Leurs petites mains s'agrippaient à elle comme si elle était une ancre. Et pour la première fois depuis des semaines, leurs corps furent secoués par ce rire silencieux et merveilleux. Dans les mois qui suivirent, la vie dans la villa se transforma. Alessandro renvoya la nounou rigide et vendit les meubles sombres et lourds voulus par sa belle-mère. Avec Sofia, ils repeignirent les murs avec des couleurs chaudes. Il commença à étudier sérieusement la langue des signes italienne, LIS. Chaque soir, lui et Sofia s'entraînaient ensemble. Leurs mains se frôlaient, tandis qu'ils apprenaient à parler à nouveau. La confiance se reconstruisait, un geste à la fois. Un jour, Alessandro surprit tout le monde. Il fit installer dans le salon un plancher spécial en bois qui vibrait au rythme de la musique. Ce soir-là, il mit un disque. Les vibrations se répandirent dans la pièce. Il prit la main de Sofia. « Danse avec moi », lui demanda-t-il en utilisant les signes. Puis il se tourna vers ses fils qui regardaient, intrigués. « Dansez avec nous ». Et ils dansèrent, tous les quatre. Une famille maladroite, imparfaite, mais enfin unie. Ils sentèrent la même musique, chacun à sa manière. L'amour entre Alessandro et Sofia s'épanouit lentement, nourri par ces moments partagés. Il tomba amoureux de sa résilience, de sa capacité à trouver la joie dans les petites choses. Elle tomba amoureuse de l'homme nouveau qui émergeait de sous la carapace du millionnaire triste. 1 an plus tard, par une journée ensoleillée, dans le jardin de la villa, Alessandro s'agenouilla. Il ne lui offrit pas de bague. Il lui donna une petite clé. « C'est la clé de cette maison, » lui dit-il avec la voix et les signes. « Mais j'espère qu'elle pourra devenir la clé de ton cœur, car tu as déjà le mien. » Sofia pleura, des larmes de joie cette fois. Elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Léo et Matteo applaudirent à leur manière, agitant les mains en l'air, un geste qui, en lice, signifie la joie et l'approbation. 3 ans plus tard, la villa sur le lac Majeur n'était plus un mausolée. C'était une maison pleine de vie. Alessandro avait fait construire une grande salle de bal avec le plancher vibrant. Lui, Sofia et les jumeaux, qui avaient maintenant 9 ans, dansaient ensemble, communiquant avec aisance sans hélice. Alessandro avait également créé une fondation pour soutenir l'éducation artistique des enfants sourds. Il avait transformé sa douleur en une raison d'être. La scène finale les montrait tous les 4, enlacés, regardant le coucher de soleil sur le lac. Le silence n'était plus une absence. Il était devenu leur espace sacré, rempli non pas par le son mais par un amour que l'on pouvait sentir avec l'âme. Ils avaient prouvé que la véritable connexion n'a pas besoin de mots. Elle a seulement besoin d'un cœur disposé à écouter. Pensez-vous que la comtesse a eu ce qu'elle méritait, ou la justice a-t-elle été trop clémente? Pourriez-vous pardonner à Alessandro d'avoir douté de Sofia? Laissez un like si vous croyez que le véritable amour trouve toujours son chemin. Abonnez-vous pour d'autres histoires où la bonté triomphe. Commentez « La justice a gagné » si vous aussi vous êtes heureux de cette fin.